CNPS et son portail e.cnps.ci et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous offrent RTI Money. Bonsoir à tous et bienvenue dans RTI Money, votre magazine consacré à la banque, à l'assurance, à vos finances et à votre argent. Tout de suite, le sommaire de ce soir. Comment payer sur Internet en toute sécurité? Quels sont les bons gestes à adopter? Comment savoir si un paiement en ligne est sécurisé et que faire face à une arnaque? C'est le grand reportage de ce soir consacré à l'e-commerce. Ne manquez pas ensuite notre rubrique de décryptage sur l'actualité de votre argent, Money Time, qui se penche ce soir sur ce qu'on appelle l'annexe fiscale. On en parle tout à l'heure. Et puis, l'entretien cash avec notre invitée de la semaine, Mariam Djibo, l'une des rares femmes patronnes d'institutions financières. C'est la nouvelle directrice générale de la Microfinance Advance et on saura tout sur comment obtenir un crédit quand on est un micro-entrepreneur. Et pour commencer, nous allons évoquer un sujet qui nous intéresse tous à l'ère des nouvelles technologies. Le commerce électronique, appelé plus fréquemment e-commerce, est en plein essor. Mais cet échange de biens, de services ou d'informations qui se fait via Internet n'est pas sans risque. Entre les arnaques en ligne, la cybercriminalité, les données personnelles demandées pendant les transactions, les internautes sont très souvent inquiets quand arrive le moment de payer. Alors, comment faire un paiement sécurisé? Quelles précautions prendre? Quels sont les recours en cas d'arnaque? Toutes ces questions sont au cœur de ce grand reportage. Il ne rate aucun match de basket, sa passion de toujours. Yes. Habib Diouf est un basketteur professionnel du championnat ivoirien. C'est aussi un acheteur régulier d'équipements sportifs sur des sites d'e-commerce. Toujours au basket, on a besoin d'équipements, des équipements basiques déjà, un maillot et des chaussures. Mais le plus important, ce sont les chaussures, de bonnes paires de chaussures qui vont te permettre de bien te déplacer, bien prendre tes appuis parce que c'est la base du basket, les appuis. Dans son appartement, des dizaines de paires de baskets à la mode, commandées et achetées en ligne. Voici mes petits joujoux. Celle-là, c'est celle que j'ai prise dernièrement. Et il y a quand même la LeBron, ça ne manque pas dans le parking des chaussures d'un basketteur, avec la SC30, Stephen Curry. Dans toutes ces chaussures-là, je les ai eues en ligne pour la plupart. Et dernièrement, j'ai décidé de me trouver un fournisseur local parce que j'ai rencontré un problème avec un achat en ligne que j'avais fait, donc j'ai décidé de me trouver un fournisseur local. Un achat en ligne qui n'a jamais été livré car ce jour-là, Habib s'est rendu sur une boutique en ligne qui avait été piratée par des cyberfraudeurs. Ce problème, ça a été une commande qui ne s'est pas très bien passée sur un site qui, en principe, devrait être bon, mais qui a été cloné. J'ai cliqué, ça m'a redirigé sur un site que je suis parti vérifier. J'ai vu que le site était anglophone, donc derrière, ça m'a donné un peu plus confiance parce que la plupart du temps, ces chaussures, on les prend sur les sites américains pour avoir de la bonne qualité. Naturellement, j'ai cliqué sur la chaussure. C'était un mode de paiement par carte. J'ai validé ce qui m'avait été demandé. J'attendais juste d'avoir une confirmation pour attester de l'achat effectif. Donc le retour n'est pas venu. Dans cette histoire, j'ai perdu quand même près de 300 000 francs. Une livraison jamais arrivée. Une mésaventure qui a poussé Habib à se montrer désormais plus vigilant ou plus méfiant avec l'e-commerce. L'e-commerce, un marché en plein essor en Côte d'Ivoire, mais des ventes en ligne qui souffrent encore du manque de confiance de certains acheteurs, effrayés par d'éventuelles fraudes, surtout au moment du paiement. Pour traquer les fraudes à l'achat, rendez-vous au siège de cette entreprise spécialisée dans le paiement en ligne. Ici, des informaticiens sur le qui-vive, 24 heures sur 24 pour surveiller des milliers de transactions électroniques. Des opérations qui transitent par la plateforme numérique que cette société fournit à de nombreux sites d'e-commerce. Martial Monté dirige cette société qui propose des solutions sécurisées de paiement virtuel. Chaque jour, ces équipes doivent repérer les tentatives de fraude des cybercriminels et notamment ceux qu'on appelle les hackers car ils cassent les codes de sécurité. J'ai remarqué un comportement suspect sur la plateforme. Il y a des hackers qui essaient de générer des transactions. Et il y a plusieurs clients qui reçoivent des propos pour valider des paiements alors qu'eux ne sont pas à l'origine de ces paiements. Est-ce que le mécanisme que nous avons mis en place pour
bloquer ce type de comportement a été activé et fonctionne bien. Oui, c'était activé. C'est quoi on fait? C'est qu'on regarde le mot du client. Ensuite, on regarde l'information sur le navigateur. Parmi les fraudes les plus répandues, l'usurpation du numéro de téléphone pour valider un achat. Il arrive souvent qu'un fraudeur va sur un site de e-commerce, constitue son panier et au moment de payer, il ne met pas son numéro de téléphone. Donc il met le numéro de téléphone d'une personne de manière aléatoire et la personne reçoit un message sur son téléphone où on l'invite à mettre son code secret. Alors qu'il n'est jamais allé sur ce site pour effectuer un paiement. Il arrive des moments où des personnes qui ne sont pas averties mettent leur code secret et valident le paiement et se font arnaquer. Ce jour-là, rendez-vous avec l'un des clients de la société, Mathias Léopoldi. Il a créé une application mobile utilisée par de petites entreprises pour leur paiement en ligne. Une application que son promoteur veut absolument protéger d'éventuels pirates informatiques. Je souhaitais qu'on se rencontre aujourd'hui pour voir comment est-ce qu'on peut renforcer encore plus la sécurité pour des cas d'arnaque, des personnes qui se font appeler au téléphone et on leur demande d'exécuter des instructions sur leur téléphone, de saisir des codes, des syntaxes et après leur compte est vidé. Donc nous, ce qu'on propose en partenariat justement avec les opérateurs, c'est d'effectuer plus de procédures de vérification, notamment d'appeler les clients à partir d'un certain montant pour qu'ils puissent bien confirmer la transaction et avec cette procédure pouvoir vérifier la qualité d'un marchand en fait. Donc on pourra définir des seuils en fonction des montants et des types de fraudes qu'on peut voir pour être sûr que les clients sont bien originaires de la transaction et qu'ils ne sont pas en train de se faire arnaquer ou qu'ils n'étaient pas conscients du montant qu'ils allaient payer. Pour les gestionnaires d'applications mobiles comme Mathias, le dilemme est permanent. La sécurité du paiement en ligne doit être totale, sans être un repoussoir pour le consommateur. Plus on veut rendre la transaction sécurisée, plus on va faire de procédures, de vérification, etc., etc. Et plus le client va être découragé pour aller jusqu'au bout de son paiement. Donc il faut toujours trouver l'équilibre entre les deux. On a toute une architecture technique qui est mise en place pour faciliter le contrôle des transactions, etc. Et on essaye d'être aux standards internationaux définis par les grands du paiement comme Visa et Mastercard, etc. Visa ou Mastercard, des géants mondiaux du paiement qui développent et adaptent leur système de sécurité pour faire face à l'offensive des pirates en ligne. Car la sécurité est devenue une obsession pour les établissements financiers, mais aussi pour les grands acteurs du e-commerce, comme le numéro 1 du marché ivoirien. Ici, le paiement est le nerf de la guerre. Les acheteurs peuvent payer en cash à la livraison à domicile. Mais l'enseigne a multiplié d'autres formes de paiement, comme le mobile money. Et depuis plusieurs mois, la multinationale d'e-commerce dispose de son propre système de paiement. Un système avec plusieurs niveaux de sécurité. Donc c'est vraiment simple. Là, qu'est-ce que je vais acheter? Une boîte de sardines. Voilà, hop. Là, je vais payer avec une ancienne carte que j'ai déjà. Hop, je mets juste payer. Là, on me demande mon CVV. Donc moi, mon CVV, je le connais par cœur, à force. Hop. Donc sans le CVV, je n'aurais pas pu passer la commande, déjà. Premier niveau de sécurité. Le CVV, un code de 3 chiffres au dos de nombreuses cartes bancaires pour s'assurer que l'acheteur est bien en possession de la carte lors de l'achat. Une seconde vérification est aussi demandée à travers un mot de passe envoyé sur son téléphone. Votre paiement est en cours de traitement, cela peut prendre jusqu'à 2 minutes, mais ça a pris 30 secondes et le paiement est déjà validé. Malgré ces barrières de sécurité, les équipes de la directrice des services financiers ont mis en place un système d'alerte interne pour repérer les transactions suspectes. Thank you, Sudish, for having this call. Pour traquer ces suspicions de fraude, elle fait un point régulier par vidéoconférence avec le directeur des paiements et des risques, basé au siège de la société à Dubaï. If we find suspicious, we call the customer, ask him, okay, is this something that you have done it? Yes. So we have the whole process end-to-end defined, and we thoroughly follow in Ivory Coast, in all other countries where we operate. Il y a au moins, j'allais dire, 1000 façons de détecter un comportement suspect.
c'est par exemple la catégorie des articles. Donc si quelqu'un a l'habitude d'acheter des enveloppes et se met à acheter 3 téléphones, ça va nous paraître suspect. On va regarder le montant. Si la personne a l'habitude d'acheter des commandes pour 10 000, 15 000 et que d'un coup elle achète un iPhone 7 à je ne sais pas combien, à des centaines de milliers, et qu'elle en achète un le lendemain et un le jour d'après, c'est bizarre, personne n'a besoin de 3 téléphones. Mais pour faire face à une fraude en ligne de plus en plus sophistiquée, les entreprises de l'e-commerce s'arrachent les services d'experts en sécurité informatique, comme Gérard Conan. Dans les bureaux de son cabinet, il est passé maître dans l'art de repérer les sites d'e-commerce à la sécurité défaillante ou ceux qui pourraient être ciblés par des pirates. Vous voyez là, ce petit cadenas, il signifie que ce site, si j'y effectue des transactions, les données que j'échange avec le site sont cryptées. Si vous devez faire des transactions en ligne, que vous ne voyez pas ce cadenas, abstenez-vous. Mais ça ne veut pas dire que quand il y a le cadenas, il n'y a pas de risque. Être piraté, un risque permanent pour les sites de commerce en ligne vulnérables, un danger pour le business de ces entreprises et les données de leurs clients. Le premier danger, c'est l'attaque de déni de service qui peut faire en sorte que le site ne soit plus disponible. Voilà, parce que ce que le site vend, c'est sa disponibilité et sa capacité à délivrer ses services. Et s'il n'est pas disponible parce qu'un pirate l'a forcé à s'arrêter, c'est un danger. Le deuxième type de danger, il va cibler en fait les données que cette entreprise de e-commerce a. Les données de ses clients, les mots de passe de ses clients, les données de carte bancaire. Le danger, c'est que ce site peut se faire attaquer et que ces données soient volées et divulguées. Le troisième type de danger, il va porter en fait sur les transactions frauduleuses. Transactions frauduleuses qui peuvent être opérées également par des pirates qui sont en mesure de modifier les prix, par exemple, ou modifier certaines informations que le site a mis en ligne afin de pouvoir faire des achats à bas coût et puis causer ainsi un manque à gagner au site e-commerce. Chaque jour, pour ces entreprises-là, Gérard organise la riposte pour trouver de nouvelles mesures de sécurité. Car le commerce en ligne est engagé dans une course contre la montre avec les cybercriminels. On a malheureusement constaté que beaucoup de sociétés sont encore à des niveaux de protection anciens, alors que la cybercriminalité et les risques ont évolué. La plupart des antivirus classiques tels qu'on les connaît sont capables d'arrêter en moyenne 60% des attaques ou des menaces qui peuvent compromettre un ordinateur. Et les 40% autres nécessitent des outils plus avancés, plus modernes que les antivirus classiques que nous connaissons. Merci en tout cas d'être là ce matin. Encore. On va essayer de parler de la cybersécurité. Rendez-vous ce jour-là dans les locaux de cette agence immobilière qui fait appel à Gérard pour former ses employés à détecter des fraudes en ligne. Qui sait ce que c'est que la cybersécurité? C'est l'ensemble des efforts afin de permettre de sécuriser les systèmes en réseau et les différentes données qui sont partagées. D'accord. Ça m'emmène également à la motivation principale des cybercriminels. On va dire que tout se résume à l'argent. Le marché de la cybercriminalité génère plus d'argent que le marché de la drogue. Et pour mieux sensibiliser son public, Gérard va insister sur un des types d'arnaques en ligne les plus utilisés par les pirates, le phishing, où la victime participe elle-même à son escroquerie en livrant aux cyberescrocs ses informations personnelles. Le phishing, c'est un email qui est envoyé par une personne qui va usurper l'identité d'une personne de confiance, dans le but d'obtenir de votre part des informations sensibles et des informations confidentielles. On vous demande de donner vos informations bancaires. Votre banque ne vous demandera jamais de lui envoyer vos informations bancaires dans un mail. Donc il faut savoir que c'est des choses qui n'arriveront jamais. La cybersécurité, préalable pour booster le commerce en ligne qui, d'après de récentes études, pourrait représenter un volume d'affaires de 75 milliards de dollars en Afrique d'ici 2025.
Tant d'événements vécus, tant de chemins parcourus ensemble, depuis le début, à chaque instant, en toutes circonstances, en tout lieu. Elle est là, bien présente au cœur de nos vies. La CNPS, votre partenaire pour la vie. Vous suivez RTI Money et vous faites bien car dans un instant, notre invitée sera Mariam Djibo, directrice générale de Advance Côte d'Ivoire. Nous parlerons de l'accès au crédit pour les micro-entrepreneurs. Ne ratez pas ça, mais avant, voici votre rubrique Money Time et ce soir, on décrypte pour vous l'année fiscale 2020, ce document très important qui vous concerne plus que vous ne le pensez. On en entend parler chaque année à la même période. L'annexe fiscale est un document attendu qui vient accompagner le volet fiscal du budget de l'État voté par le Parlement. En clair, ce sont les nouvelles dispositions, les changements ou les innovations en matière fiscale qui vont être appliquées dans l'année civile suivante. En 2020, l'annexe comprend 29 mesures contre 36 en 2019 avec un mélange d'augmentation, d'extension, de baisse ou d'annulation de certaines taxes en fonction des priorités définies par les autorités. Parmi les mesures retenues pour leur impact sur la vie quotidienne, la nouvelle surtaxe passée de 20% à 300%, visant les propriétaires qui ne respectent pas les 2 mois de caution et d'avance sur loyer dans les contrats de bail, l'augmentation des amendes pour fraude fiscale, celle qui coûtait 200 000 francs passe entre 500 000 et 1 million de francs CFA. Autre exemple de modification fiscale, mais cette fois à la baisse. Plus d'impôts fonciers ou de taxes sur les opérations bancaires pour des entreprises de transformation agricole. Plus d'impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux pendant 5 ans pour les entreprises investissant en minimum d'1 milliard de francs CFA à l'intérieur du pays. Ou encore, un crédit d'impôt de 500 000 francs CFA pour les embauches d'Ivoiriens en CDD ou en CDI ou en apprentissage, voire 750 000 francs CFA de crédit d'impôt quand la personne est handicapée. Avec cette annexe, l'État entend atteindre 3 940,8 milliards de recettes fiscales en 2020, soit 8% de plus qu'en 2019. Une somme qui représente 48% du budget global 2020 qui s'élève à 8 061 milliards de francs CFA. Elle est la toute nouvelle directrice générale de Advance Côte d'Ivoire. Mariam Djibo, bonsoir. Bonsoir Justine. Comment allez-vous? Très bien. Vous êtes l'une des rares patronnes d'institutions financières. On a l'impression que c'est un monde d'hommes. Est-ce que vous le ressentez comme ça? C'est un monde d'hommes, je dirais, plus on monte les échelons. Mais sinon, je dirais que relativement, il y a quand même, dans les institutions financières et dans le secteur des services, quand même une bonne représentativité, je dirais, de la gente féminine. Mais c'est vrai que plus on monte les échelons, dans le top management, voilà, dans le top management, plus on se fait rare. Ça répond à quoi ça? Comment je dirais plusieurs éléments. Des éléments à la fois culturels, je dirais des freins peut-être un peu inconscients aussi qu'on se met. Et c'est vrai que plus on grimpe les échelons, plus le poids des responsabilités fait que la conciliation entre vie personnelle, en tout cas aspiration personnelle et vie professionnelle devient effectivement de plus en plus compliquée. Et puis donc là, il faut un cadre suffisamment bienveillant. Il faut le conseil d'administration avec le patron un peu visionnaire qui va dire moi je casse les codes et je prends le risque de faire avancer cette femme parce qu'elle est méritante. Voilà, donc il faut une conjonction un petit peu de facteurs après pour voilà. Oui. J'aime bien, vous avez dit parce qu'elle est méritante. Oui. Quel a été votre parcours? Alors mon parcours en fait a commencé, déjà j'ai fait toute mon école primaire et mon collège à Abidjan. Ensuite je suis partie en France terminer mes études. J'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles de commerce. J'ai intégré une des grandes écoles de commerce parisiennes. Pardon, est-ce que ça veut dire qu'il faut être une grande matheuses pour être pas du patron tout. de banque? Je pense que j'avais 5 de moyenne en maths en première, donc c'est bon pas à du tout. Ça. Mais j'étais bonne partout. En fait, j'étais moyenne
partout. Voilà. Donc j'arrivais à rattraper les maths et la physique avec les sciences naturelles, avec l'anglais. Voilà. Donc je dirais que ce qui a peut-être guidé mon parcours, c'est déjà le travail, toujours travailler. J'ai fait des stages très très tôt. J'ai toujours eu très très peur de ne pas trouver un travail. Donc chaque fois qu'il y avait des vacances, je travaillais, je faisais un stage. Ensuite, peut-être je voulais faire un peu des choses différentes, pas faire comme tout le monde. On est en finance, on fait de l'audit, je voulais faire des choses différentes. Je voulais faire quelque chose en lien avec l'Afrique. Et puis surtout avoir mon indépendance financière. Ça, c'était vraiment très très important. Alors aujourd'hui, vous dirigez Advance Côte d'Ivoire. Quel est son but premier ? Le but premier d'Advance, c'est l'inclusion financière. C'est vraiment d'offrir des services financiers. Alors quand on dit services financiers, c'est du crédit, de l'épargne, de l'assurance à des populations qui n'ont pas accès facilement aux institutions bancaires. Donc nos clients, c'est le vendeur de pièces détachées au marché d'Abobo, c'est la vendeuse de tomates au marché de Douékoué. C'est les petits portefeuilles ? Voilà, c'est plutôt, alors au total, le total portefeuille d'Advance Côte d'Ivoire est plutôt autour de 50 milliards, mais effectivement, c'est des prêts, en moyenne, des prêts autour de 3 millions de francs CFA. Est-ce que, concrètement, de vous à moi, est-ce que ça peut monter un projet de 3 millions de francs CFA, projet solide? Tout à fait. Oui, tout à fait. Ça peut monter un projet solide et d'autant plus que c'est un début. C'est-à-dire que nous, notre mission, c'est vraiment d'accompagner le développement de ses clients. Donc cette dame, avant de lui faire 3 millions, je lui ai fait 500 000 francs. Après, elle a développé cette activité. Elle a ouvert un second magasin. Ensuite, je lui ai fait le prêt de 3 millions. Après le 3 millions, elle a grossi son stock. Elle a décidé d'ouvrir un second magasin. Je lui ai fait un prêt de 10 millions. Après, elle s'est dit, tiens, maintenant, je vais ouvrir un hôtel. Je vais construire un hôtel. Donc là, je vais demander un prêt de 30 millions que je vais rembourser grâce aux revenus de ma première activité, et ainsi de suite. Et on accompagne ces clients comme ça, on les fait grandir avec nous. Et puis à un moment, ça devient les clients des banques. Hein. Ça, c'est normal, c'est notre métier aussi. Mais voilà, mais oui, avec 3 millions, on peut faire de grandes choses, oui. Mais quels sont les critères pour souscrire à un fonds ou à un crédit chez vous ? Alors disons que je veuille souscrire à un crédit. Oui. Quels sont les conseils que vous pouvez me donner ? Alors je dirais qu'il y a les seuls critères, c'est d'être résident en Côte d'Ivoire et d'avoir lancé votre activité depuis plus de 6 mois. Il faudrait que vous soyez en place, déjà lieu, viable. Mais 6 mois d'activité et puis au même endroit de préférence. Je dirais que et être âgé de plus de 18 ans. Voilà, c'est vraiment les seuls critères. Ensuite, quand vous venez nous voir, on va analyser finalement. Est-ce que vous avez vraiment besoin de cet argent-là ? À quoi vous allez l'utiliser ? Est-ce que vous avez bien estimé votre besoin ? Vous me demandez 3 millions, mais est-ce que vous êtes sûr que ce n'est pas plutôt 2 ? Est-ce que vous êtes sûr que ce n'est pas plutôt 10 ? Ensuite, vous pensez que vous pouvez rembourser, mais vous allez rembourser en combien de temps ? Est-ce que vous avez tenu compte des délais de paiement de vos clients ? Est-ce que vous avez tenu compte des charges que vous avez à la maison ? Oui, c'est vraiment, on rentre vraiment, c'est notre spécialité, c'est vraiment ça, c'est de connaître le client au plus près. On va aller visiter votre domicile, on va se renseigner auprès des voisins pour connaître votre moralité. On va ça règle les questions d'adressage en Côte d'Ivoire, ça, le fait d'aller voir le domicile, exactement. On n'a pas pour les recouvrements, exactement. Quels sont les profils qui retiennent votre attention ? Est-ce qu'il y a des secteurs qui vous intéressent plus que d'autres ? Alors déjà en termes de profil, on va financer vraiment les commerçants, les entrepreneurs, des gens qui dédient souvent la majeure partie de leur temps à une activité professionnelle et qui ont envie de la développer, de la faire progresser. Ensuite en termes de secteur, c'est vrai qu'on finance beaucoup tout ce qui est négoce, achat et vente, mais on a aussi un intérêt particulier chez Advance Côte d'Ivoire pour le monde agricole. Donc on finance. Pourquoi ? C'est l'avenir ? Parce que c'est l'avenir, parce que c'est là qu'il y a le plus de besoins en termes d'accès aux services financiers, parce que c'est là qu'on peut avoir le plus d'impact finalement. Quels sont vos taux ? Alors on gagne de l'argent. Alors vraiment le credo et je dirais la ligne directrice chez Advance Côte d'Ivoire, c'est vraiment de dire qu'on fait de la microfinance. On a une mission, c'est vrai, qui est une mission sociale, mais on le fait avec un modèle économique qui est viable. Oui, on peut gagner de l'argent dans la microfinance. Alors c'est vrai que nos taux d'intérêt peuvent avoir l'air élevés par rapport à ceux des banques. On va être toujours autour de 20% de taux d'intérêt.
cette marge-là est absorbée pour la plus grande partie par nos frais opérationnels. Est-ce que la microfinance en général a changé un peu la physionomie financière du pays? Est-ce que le taux de bancarisation a augmenté? Oui, quand on parle d'inclusion financière, on est à peu près à 17% de taux de bancarisation, donc de gens qui ont un compte bancaire. Quand on rajoute la microfinance, on arrive à 25% et à 40% quand on rajoute les opérateurs de mobile money. Quel est votre rapport aux banques? J'utilise la banque pour épargner. Je peux utiliser la banque aussi comme intermédiaire financier pour faire des placements en actions, des placements en obligations. Voilà, essentiellement mes relations. Et selon vous, quels sont les bons plans pour investir? Écoutez, aujourd'hui, je pense que c'est vrai qu'on se dirige souvent vers l'investissement immobilier, qui est vrai qu'il y a un investissement, je dirais, assez lucratif aujourd'hui encore en Côte d'Ivoire. Mais je dirais qu'il ne faut pas négliger le marché des actions. Alors c'est vrai qu'en ce moment, la bourse est un peu basse, mais peut-être au contraire, c'est peut-être le moment d'acheter. Donc moi, je recommande vraiment de regarder ce qui se passe sur la BRVM, de regarder aussi des obligations qui sont émises non seulement par l'État, mais par le secteur privé, par certaines entreprises qui sont de bonnes signatures, avec des bons taux de rentabilité et qui peuvent vous garantir en tout cas le remboursement. Et voilà, donc c'est des choses que je conseille. Et puis enfin, je pense que si on a un peu d'argent, il faut essayer de regarder un petit peu nos jeunes entrepreneurs. Et ils ont besoin de ce qu'on appelle le Friends Money en anglais, ce fameux capital de démarrage. Mariam Djibo, merci d'avoir répondu aux questions du RTI Money. Merci beaucoup Justine, merci de m'avoir invitée. Cette émission est à présent terminée. Merci de l'avoir suivie. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouveau RTI Money. Bonsoir. La CNPS et son portail e.cnps.ci et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous ont offert RTI Money.